Alphonse Daudet, Légendes alsaciennes, Les cigognes, Jacob le ramoneur. Cac, 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 claquant leur long bec, secouant leurs ailes sèches sur la ville endormie, les cigognes viennent d'arriver. Et la pente du toit où elles se serrent et s'échelonnent toutes blanches dans la nuit semble une tombée de neige au flanc d'une noire montagne. Elles resteront là 3 jours et 3 nuits, les bonnes cigognes, le temps de se reposer et de saluer leur connaissance, puis feront 3 fois le tour de la ville et s'envoleront vers l'Afrique triangulairement. Cra, cra, cra. C'est la raclette du père Jacob en train de ramoner pour l'hiver qui approche la cheminée du toit où les oiseaux blancs sont descendus. En le voyant surgir comme un diable d'une boîte avec son grand chapeau, son échelle, son balai à suer, les cigognes se sont mises à rire, bien contentes. Tiens, voilà le père Jacob, car elles font bon ménage avec les ramoneurs, de gros oiseaux noirs qui perchent comme elles sur les toits. Mais Jacob n'a pas le cœur à rire, lui, cette année. Ah, mes pauvres cigognes, il nous en est arrivé des affaires depuis vous. Et tout bas, dégonflant son cœur, il leur raconte comment les mangeurs de saucisses ont passé l'eau et se sont installés dans le pays, écrasant tout sous leurs grosses bottes. Parmi ces méchants, il en est un à qui le père Jacob en veut plus qu'à tous les autres. C'est un grand rouge, le lorgnon dans l'œil, une petite casquette sans visière et une pipe en faïence qui n'en finit plus. Ça s'appelle Rodolphe et ça se dit étudiant. Si c'est étudier que de boire des chopes tout le jour dans les brasseries et la nuit de s'en aller par les rues, criant, chantant, cognant les portes avec une haute dague luisante et des chiens danois mauvais comme des loups. Et voyez le sort, c'est sous la croisée du père Jacob, devant la boutique qui a pour enseigne un homme de fer, que ce gueux de Rodolphe et ses camarades se donnent rendez-vous. Aussi madame Jacob ne dort plus, ni le petit Jacob, qui vient d'être malade. Tenez, entendez-vous, le bandit, voilà qu'il recommence son vacarme, ah, canaille, attends-moi, j'arrive. Toutes les cigognes se penchent, se bousculent, allongeant leur bec au bord du toit. Et la mère cigogne, la plus sage et la plus forte, celle qui vole en tête du troupeau, commande aux autres. Restez là, je m'en vais voir ce qui se passe. Mais comme le ramoneur a pris au plus court par le tuyau de tirage, quand elle arrive dans la rue, la bataille est déjà engagée. Tous les voisins aux fenêtres avec leurs lanternes. L'étudiant a sa dague, mais Jacob a son balai dont il se sert si dextrement que le grand rouge a la joue toute barbouillée de suie. Furieux, Rodolphe prend sa dague à 2 mains et va fendre comme une citrouille le crâne et le chapeau du ramoneur quand on entend un cri terrible. Mein Gott et le bruit d'une épée qui dégringole sur les pierres. Que s'est-il passé? Où est Rodolphe? Une patrouille à lourdes bottes a couru tardivement, a beau fouiller, promener ses falots à tous les coins du carrefour, l'étudiant a disparu. On ne trouve plus que sa rapière. Mein Gott, murmure une voix lointaine qui a l'air de venir du ciel. Toutes les têtes, tous les falots sont en l'air. Et bien haut, dans un rayon de lune, on voit monter quelque chose de blanc. C'est la mère cigogne qui s'envole en portant Rodolphe sur son dos. L'air est frais au-dessus des nuages, et la vue encore plus belle qu'au sommet du Fetterhorn de la Jungfrau. L'étudiant, dégrisé, s'agrippe au cou de sa monture qui va plus vite que le vent. Où le mène-t-on? Timidement, il risque un œil, et parmi des nuées roses, vertes, oranges, d'argent, que le jour levant colore et remue, il voit
Tout en bas, et déjà bien loin derrière lui, le Rhin, comme une floche de soie verte, puis des forêts, des champs, des toits, et maintenant des clochers, des tours, tourillons, clochetons, Nuremberg, la ville gothique où il étudiait avant de passer l'eau. Et voici, tout près de la ville, en haut d'une montagne, la taverne de Schlossberg, une brasserie romantique taillée dans les ruines d'un vieux bourg. C'est le lieu de réunion des étudiants. Et malgré l'heure matinale, leur doyen Thébaldos, assis sur la terrasse, en est à sa 30e chope, à sa 44e pipe. Ici, la mère cigogne, qui s'est brusquement rapprochée de terre, désarçonne son cavalier d'un coup d'aile. Vous voilà chez vous, jeune homme. Rodolphe, pâle et fripé, des yeux de pendu, tombe sur les pieds au milieu de la terrasse. Bonjour, Rodolphe, dit le placide Thébaldos. Et sans s'émotionner davantage, il frappe la table de sa grosse pipe. Garçon, à bas, c'est les saucisses. Alphonse Daudet, le baron de Falkenhorst. Tout en haut d'un toit, avec ses deux garçons, Jacob le ramoneur guette fiévreusement le retour de la bonne cigogne. Tiens-toi bien, mon petit Franz, pleure pas, Gaspard. Tu partiras pas, je te dis. C'est lui, c'est ce méchant major à qui on va faire repasser le Rhin. Et tout à coup, le bras levé vers une jolie tache blanche qui grandit dans le noir du ciel. La voilà, garçon, la voilà. Oh, bonne mère cigogne, venez vite. C'est une terrible affaire qui arrive au père Jacob. L'illustre major, baron de Falkenhorst, un des gros bonnets de l'armée d'occupation, ne s'est-il pas mis en tête de lui prendre l'aîné de ses fils comme élève tambour au 901e Parméranien. La mère Jacob a prié, pleuré. Le major ne veut rien entendre. Il est têtu comme un âne, ce major, un âne pédant, méchant, blasonné, écussonné, portant autour du cou en guise de sonnaille un tas de croix volées, qui trinque-ballant quand il marche. C'est au champ de manœuvre qu'il faut le voir, le sang aux yeux, l'écume aux dents, criant, sacrant, tombant sur les pauvres recrues à coups de pied, à coups de poing, à coups de plat de sabre. L'idée que son garçon sera livré à cette sale bourrique met le père Jacob au désespoir. Heureusement, la bonne cigogne est encore en ville pour quelques heures. La place d'Armes le matin. Sous l'œil redouté de leur chef, 3000 hommes manœuvrent comme une seule marionnette, front déprimé, regard vide, tous leurs mouvements à angle droit. Le major, l'épée haute, commande au milieu de ses officiers émerveillés comme lui des puissants efforts de la Schlag, bien plus surpris encore de voir leur illustre chef s'enlever brusquement dans les airs. Major, eh bien, major. Il est déjà très haut, très loin, et dans la brume rose du matin, voit son 901e Poméranien comme une boîte de soldats de plomb répandue sur le champ de manœuvre. Plus haut que les plus hautes sapinières, par-dessus les vieux bourgs ébréchés et la flèche brodée des cathédrales, la cigogne descend le Rhin, chargée de son major. L'air est vif, le ciel resplendit. Dans les tavernes du bord de l'eau, on boit le vin du Rhin, l'omelette au jambon fume sur les terrasses. Le nez du major s'émeut de cette odeur de friture qui monte jusqu'à lui, avec des chants, des rires, le sifflet des paquebots. Il veut descendre là, tout de suite, et de sa voix des grandes manœuvres commande. Halte, halte donc. L'oiseau, continuant sa route, il essaie de frapper de son sabre. Ce tourbillon de bras et d'ailes qui s'agite dans le ciel cause un vif émoi sur les deux rives. Le major jure mort et damnation. Il bouffe, il râle, ses yeux s'injectent.
La bonne cigogne craint de le voir mourir d'un coup de sang. Elle ouvre le bec. Le major tombe dans le fleuve de si haut et si lourdement que le bruit de sa chute a retenti jusqu'à Cologne et que les terrasses riveraines ont été toutes inondées. Entraîné par ses croix, ses bottes, ses épaulettes d'or, l'homme de guerre s'affale au fond de l'eau et s'y débat lourdement comme une langouste dans sa carapace. Les carpes du Rhin, très étonnées, virent tout autour avec leurs yeux vitreux, leurs nageoires silencieuses. À la fin, le jugeant plus raisonnable et suffisamment rafraîchi, la bonne cigogne pique une tête et le repêche par la boucle de son ceinturon. Troisième position du major. Dans ce paquet fangeux, dans cette loque ruisselante, râlante, éternuante, qui pourrait, ô Germania, reconnaître un de tes beaux barons, de mieux astiquer de tes militaires? Pendant 5 minutes, Mère Gigogne l'essore, le secoue, puis reprend sa route vers Mayence, où caserne le dépôt du 901e Poméranien. Séjour de tir au polygone, feu de fil, feu de salve, un nuage de poudre déchiqueté d'éclairs roses. À moi le 901e hurle le vieux major, qui reconnaît ses hommes alignés sur 2 rangs, leurs gestes en équerre, et l'officier derrière raide comme un bâton de caporal. À moi le 901e. À ce cri tombé du ciel, les soldats lèvent la tête, distinguent dans la buée une masse noire qui s'agite sous du blanc. Oh, un ballon, c'est un ballon. Et comme depuis le siège de Paris, l'ordre est donné de tirer sur les aérostats, M. le Hauptmann commande « En joue, feu, à la nacelle !» Hurrah! La nacelle a tout reçu et tombe criblée de balles au milieu du polygone. Pendant que la cigogne se sauve, le major expire parmi les siens, avec la joie de voir qu'au 901e, les règlements sont très respectés. Clac, 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 c'est le départ. Claquant du bec, battant de l'aile, les cigognes, frileuses et serrées, s'envolent en long triangle blanc sur le ciel bas chargé de neige. Du haut de son échelle à crampons, Jacob le ramoneur agite son chapeau en signe d'adieu. Revenez-vous bientôt, bonne cigogne justicière. En voilà 3 de partis, mais il en reste encore 145 654 à déménager. Et la mère cigogne, qui tient la tête du triangle, lui répond de loin. Sois tranquille, mon père Jacob, nous reviendrons l'année prochaine. Et s'ils sont encore là, cette fois nous y répéterons toutes. Là-dessus, le ramoneur reprend sa besogne, et la ville s'endort au bruit joyeux de sa raclette, alternant avec la clameur lointaine du blanc troupeau. Alphonse Daudet. Le garde chaste, Waldmann. Sa besogne finie avec le jour, à la pâle clarté qui rôde encore dans le ciel, Jacob le ramoneur est en train de lire son journal et parle tout haut, très fort, comme les personnes en colère. Oh, ce Waldmann, voilà qu'il recommence ses avanies au pauvre monde. La mère cigogne, qui écoute de tout son bec allongé, comprend qu'il s'agit d'un très méchant garde-chasse du Schwarzwald, domicilié maintenant de ce côté du fleuve, au carrefour des 4 jumeaux, où il vit seul et redouté comme un ogre. Et le père Jacob, indigné, demandant « Qui nous délivrera de ce bandit ?» Moi, répond la bonne cigogne vengeresse. Le garde-chasse n'est pas chez lui, mais les petits vitraux de plomb de sa maisonnette, au milieu des bois, s'entrebâillent jusqu'à fois pour donner à mère cigogne le signalement du personnage. 3 portraits pendus à la muraille nous le montrent sous 3 aspects.
De dos, monsieur le garde-chasse est carré, on dirait une armoire. De face, il bedonne et roule, c'est un buis. Mais admirez surtout, entre les bois d'Indicor qui l'encadrent, cette hure farouche, ce cuir dur, ces poils blancs de sanglier. Cela, c'est le vrai Waltman, qui fait mourir de peur les petits enfants et les vieilles femmes, rien qu'en leur montrant son habit vert et ses boutons de corne. Au-dessous du portrait, la blague et la pipe de l'ogre en trophée. Au-dessus, une ancienne gravure qu'on trouve dans toutes les maisons forestières. Les funérailles d'un garde-chasse porté en terre par des cerfs entre deux haies de lapins. La vue de ce tableau suggère une bonne idée à Mère Cigogne. 5 heures du matin dans la forêt. Le soleil levant allume les taillis, argente les fûts des hêtres, chauffe les nids frileux, trempés des larmes de la nuit. Un frisson de réveil court entre les branches. Les sources, les couvées chuchotent, mais tout bas, craintivement, car le terrible Waldman mène sa forêt comme une caserne. À telle heure, réveil, à telle autre, musique, lustrale des plumes. Et pour la moindre infraction au règlement, fusillé. C'est pourquoi ce pauvre petit chevreuil, sorti du dortoir avant l'heure disciplinaire, avance ses pattes fines une à une sur la mousse et dresse au moindre bruit sa jolie tête effarouchée. Chut, les feuilles remuent. Quelque chose de blanc luit dans la broussaille. La barbe du vieux Waltman, bien sûr. Et le chevreuil épouvanté détale de si bon cœur que Mère Cigogne, à l'affût de son garde-chasse, rit toute seule en faisant claquer son grand bec. Le chevreuil parti, elle reprend l'affût, le nez long, l'air méditatif, guettant des pas mystérieux qui s'approchent des deux côtés du bois. À gauche, c'est une file lamentable de loques, de pieds nus, déchirés aux ronces, de figures tirées, affamées, de petits yeux luisants et peureux, sous une charge de bois mort. Le vieux Ripper et ses petits-enfants qui reviennent de la maraude. À droite, le baudrier vert, le chapeau tyrolien à plumes de gélinote, la barbe bouffante et fumante de l'ogre qui a flairé la chair fraîche et s'apprête à sauter dessus. Oula, Ferda, qui va là, halte là. Grâce, monsieur Waldman. Le bois de l'Empire, il meule, sacrement. Voler le bois de l'Empire, vite en prison. Jugé, fusillé, décapité, pendu. Le bois de l'Empire. Oh, monsieur le garde-chasse, je vous prie à genoux, à deux mains jointes. Oh, si vous saviez comme on a du mal. Je suis le vieux Ripper. J'ai tout perdu pendant cette guerre. Mon fils mort, ma maison brûlée. C'est pour les petits que je vous demande pitié. Non, 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 pas de pitié. Debout, suivez-moi. En avant, marche. Immole le sacrement. Ou je vous fusille tout droit au pied de ce sapin. C'est qu'il le ferait comme il le dit, le misérable. Mais la bonne cigogne est là, qui veille, et le voyant armer son fusil, se jette sur lui, le bec en avant, clac, 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 et vous l'empoigne par le plat de son corpulent haut de chausse. À dire la joie de stupeur de Ripper et de ses petits. Il fermait les yeux pour recevoir la mort et voir en les rouvrant le garde-chasse qui s'envole, son fusil au poing, avec deux grandes ailes blanches dans le dos, tout ce qu'on aperçoit de la cigogne. L'ogre changé en ange, Waldman qui me remonte aux cieux. Mes pauvres gens restent à genoux, les bras levés, brillants, bénissant Dieu et cette forêt miraculeuse. Mais parlez-moi d'une bonne mère cigogne pour faire de la route en plein ciel.
Son garde-chasse au bec, elle va, coupe le vent, franchit en quelques brassées d'ailes les bois, le fleuve, la montagne, et plane maintenant au-dessus de cimes vertes que déchire de place en place la tour démantelée d'un vieux donjon, le balcon en bois découpé d'un chalet d'opéra comique, et l'état d'un lac immobile et l'écume argentée d'une cascade. Himmelsacrement, c'est le Schwarzwald, murmure le garde-chasse. Et d'en bas, les cerfs qui l'ont reconnu poussent vers le ciel une bramée d'épouvante. Miséricorde, voilà monsieur Waldman. Clac, 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 la cigogne a lâché son homme, et si adroitement qu'il tombe au milieu des cerfs, s'embroche sur leurs andouillés. Ils n'ont plus qu'à le porter en terre avec les honneurs dus à son rang. Comme sur l'image populaire, les petits lapins font la double file, un chevreuil bat du tambour, et les gros coqs, faisant, sonnent la marche funèbre.